91, c'est une date importante, puisque là c'est la création du GMT. Et puis là, tu décides de te lancer dans le grand bain du championnat du monde de Superbike. Oh, c'était ça la folie. Fou quand même. Bah, là aussi, on voyait pareil. J'aurais prendre le titre l'année suivante en 750, voilà. Puisque cette année-là, j'ai le record de pole et de victoire. Mais j'ai pas le titre parce que je me suis blessé à mi-saison à Magny-Cours, donc j'ai dû rater 2 courses. Mais c'était la bagarre avec les meilleurs pilotes. Paul Langlois a été champion. Mais c'est vrai que je pouvais je pouvais vraiment être considéré comme le favori pour le titre de l'année suivante. Ça ne m'intéressait pas. Le Superbike, parce que le 750 il était déjà trop poussif, trop d'origine en promo sport, ça ne me plaisait déjà plus. Il fallait le truc de Thierry Creed, il fallait la puissance. Et donc, me voilà parti en mondial Superbike. Alors là, là c'est sûr que personne n'a encore compris. Du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui me plaisait, c'était le haut niveau. Puis j'avais dit à Michel Sinerbieux bien avant, je serais champion du monde. Donc on ne peut pas... il fallait le temps. Bon, oui, je me battais contre l'âge, contre le fait qu'il y avait... on s'en fiche, l'âge on s'en fiche. Enfin, en même temps, j'avais pas non plus... Donc c'était le mondial Superbike. Et me voilà parti, effectivement, en 91, en championnat du monde Superbike. Donc je crée le GMT, à ce moment-là. Ça s'appelait le GMT. Le nom, c'était lié au Greenwich Meridian Time. C'est pas moi qui l'ai trouvé, ce nom, c'est un copain. Et qui me dit, ça serait génial, ça ferait Guyot Motorcycle Team, ça fait le Greenwich. Le Greenwich, il passe par où? Il passe à 2 minutes de Paris. Et 2 minutes de Paris, c'est quoi? C'est Mairie-Livry. Donc GMT. On a rajouté le 94 après, parce qu'au départ, j'avais GMT qui était la structure course, et j'avais un club que j'avais appelé Cap 94. Où j'emmenais des jeunes au circuit Carole avec faire la 125 le mercredi, tout ça. Et puis à un moment donné, en 94 d'ailleurs, on a réuni les 2 structures pour l'appeler GMT 94. Voilà. Mais donc le GMT est bien né en 91. Et ce mondial Superbike, plein d'espoir en 91, des teams te remarquent, et puis après ça a été un petit peu plus difficile. Je marque un premier point en Suède, c'est un moment fabuleux. Je me rappellerai toute ma vie de ce mot que m'avait envoyé Gilles Michel, pour revenir à Gilles Michel, que c'était fort, qui me félicitait comme si j'avais gagné de la course. Et donc c'était un bon moment. D'autant que ça arrivait après plusieurs galères, quand même de nombreuses galères. Et après, oui, je me suis retrouvé sur la Honda Rumi, et pour Magny-Cours, et là, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche, et on revient à l'âge, comme quoi c'est pas une question d'âge, parce que là j'ai fait les bêtises qu'on fait quand on a 15 ans. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai 3 chutes. Et c'est dommage parce que la première séance d'essai, j'étais devant Doug Pollen, qui était champion du monde, qui allait être le champion du monde, qui était en tête du championnat. Je roulais vite, et puis en fait je suis tombé 3 fois en tout. Donc j'ai même pas pu faire les courses. Et le Team Rouim, c'était la Honda officielle, de Fred Merkel et Baldassare Monti. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'ils m'ont mis sur leur moto, j'ai rien eu à payer. Ça s'est fait... je suis allé les voir, c'était ma démarche, je suis allé en Italie, les rencontrer, ils m'ont invité. La politique du Team Roumi n'est pas seulement de gagner des courses, ni de simplement participer au championnat, sans penser au développement et à soutenir nos futurs champions potentiels ou de bons pilotes. Et nous pensons que Christophe Guyot peut devenir l'un des meilleurs pilotes français. Il nous a contactés et nous avons pensé que cette course serait la meilleure occasion de mieux nous connaître pour préparer l'année prochaine. Nous envisageons de le soutenir en 1992 pour toutes les courses du championnat du monde Superbike. Et ils m'ont dit, écoute, on va te prêter une moto pour Magny-Cours et on verra plus tard. Je suis reparti, j'étais comme ça. Ils sont venus à Magny-Cours, j'avais Mauro, le mécano. Donc j'ai eu ça une fois dans ma vie. C'est un gentil garçon, il roule bien, il roule vite. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il roule vite. Il n'avait pas une très bonne moto encore.
Il n'avait pas une moto très rapide, mais bon, il faut qu'il roule beaucoup, quoi. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais enfin, il a beaucoup d'attaque, il a beaucoup de volonté. Alors 92-93, tu persistes, tu fais de l'endurance en même temps. J'ai commencé dès 91 parce que la saison ne se passait quand même pas super bien. Donc il y avait eu ce point en Suède, mais ça c'était insuffisant. Je ne pouvais intéresser personne avec ça. Puis en France, le Superbike, ça n'intéressait personne. Je savais bien que si je voulais communiquer, donner de l'envie, ramener du monde avec moi, le bol d'or. Donc je me suis inscrit au bol d'or 91, premier bol. Et à partir de ce bol d'or 91, jamais on n'a manqué une édition du bol, ni des 24 heures du Mans. Jusqu'à encore aujourd'hui. Mais mon plaisir, c'était pas ça. Je le faisais parce que c'était, comment dire, la possibilité d'accueillir du monde. Bon, c'est la même moto que le Superbike, donc à piloter, ça me plaisait. C'est une Honda aussi, hein. C'était la même Honda. Mais c'était... comment dire, l'engagement était directement lié au fait qu'il fallait que je construise une économie, quelque chose pour pouvoir vivre, pour pouvoir intéresser des gens. Et qu'en faisant 20e ou 15e en Superbike, j'allais vite disparaître. Ouais. Donc pendant ces années 91, 92, 93, notamment en 92, tu fais une rencontre quand même qui va être déterminante pour la suite. Tu rencontres Yannick Picard, qui travaillait pour Motomag, et qui va enclencher toute la suite au niveau... la mutuelle des motards, etc. Tu peux nous raconter cette rencontre? Ça fait partie des rencontres importantes. J'avais compris, je vais ajouter avec le bol d'or, l'idée que pour intéresser le public, il fallait aussi être ouvert. Et donc ma moto, je la faisais essayer en fin de saison. Donc je l'ai fait donc en fin 91 déjà, 92. Et là j'ai rencontré Yannick Picard, qui était le rédacteur en chef de Moto Magazine. Moto Magazine, c'était aussi le journal... très très proche de la FFMC. Ancien pavé dans la mare. Ancien pavé dans la mare. Et comme, rappelons cette histoire, je suis d'abord un motard. Moi, c'est la moto. Donc, bien sûr, Motojournal, Motorevue pour la course, mais alors pour la moto, c'était Moto Magazine pour moi. Donc, j'étais quand même proche de Yannick Picard à ce niveau-là, et je fais sa rencontre, et ça colle. Et là, lui, il est un peu ébahi. Il a fait un truc assez incroyable pour un journal qui ne parlait pas de sport. Sur la couverture du journal, pleine page, il m'a fait un article, un incite de course, le portrait, et c'était la une, un incite de course dont je suis dans un cuir de moto, dans mon cuir de pilote, dans une salle de classe. C'était l'occasion pour moi d'ailleurs de retourner à Orly dans mon école et de revoir mon directeur d'école. Et voilà ce qui s'est passé. Et là, Yannick me dit, mais quand même, est-ce que tu as été voir la mutuelle? Je dis, ben oui, mais c'est vrai que je voudrais rencontrer, mais je ne sais pas qui, je ne sais pas. Parce que pour moi, dans les projets que j'ai envie de mener, c'est quand même pas normal ça devrait être normal qu'une assurance puisse s'impliquer dans les questions de course moto, parce qu'il y a une relation directe entre la course et les questions de sécurité routière. Pour moi, regarde d'où je viens. C'est un parcours de fou complet sur la route. Et parce que j'ai fait des rencontres, parce que je me suis retrouvé sur un circuit, là maintenant sur la route, j'ai calmé. Donc il y a eu un effet positif. Donc on doit pouvoir calmer ceux qui ont un petit souci, dont je fais partie, ou dont je fais partie, et une assurance devrait pouvoir s'intéresser à ça. Il y aurait intérêt. Et là il m'a dit, va rencontrer... oui, je sais qui tu peux rencontrer, et j'ai rencontré très peu de temps après Marie Brun et Edith Marot, qui sont toujours à la mutuelle, qui m'ont reçu à Montpellier. Là aussi, c'est un périple. C'est David, mon coéquipier, qui m'a prêté la voiture de son père avec une bouteille de gaz, parce qu'il fallait rouler au gaz pour ne pas dépenser d'essence. Pour aller prendre le rendez-vous. Bref, j'ai pris ce rendez-vous, et me voilà pour la première année, donc en 93, avec la mutuelle des motards avec moi. Ça n'a jamais quitté. Et c'était extraordinaire parce que c'était la première fois véritablement que la mutuelle s'investissait avec un pilote. Il y avait les Pro Twin, il y avait quand même des choses. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, entre déjà l'FFM et l'FFMC, c'était pas des cordiales relations.
Donc la mutuelle, il n'y a pas dans leur statut qu'on ne sponsorisait pas le sport moto, mais presque. Donc là, c'était Joël Villain, Patrick Jacot, qui étaient très proches à ce moment-là, qui ont validé le projet d'Edith Marot et de Marie Brun. Et me voilà porter les couleurs de la mutuelle des motards. Ouais, donc 93, une année charnière. Qui m'a conduit, en fait, parce que en fait, la suite, c'est ça. C'est Yannick Picard, c'est toujours lui. Je reviens de mon rendez-vous avec la mutuelle des motards. Et là, je réalise que même, bon, là, c'était important de faire les 24 heures du Mans et le Bol d'Or. Parce que, oui, j'avais dit à Edith Marot, qui nous écoute, c'est sûr, parce qu'elle est toujours là, et c'est toujours elle qui s'occupe des journées d'ailleurs Open des circuits qu'on a créées avec Patrick Jacot. Et quand j'ai rencontré, moi, ce que je veux, c'est le Superbike. Mais bon, on va faire le Mans et le Bol aussi. Parce que sinon, la mutuelle en Superbike, c'était le championnat du monde. Il y a une seule course, Manicourt, pas de public. Parce que c'était les Français, c'est le Mans, le Bol. Donc on doit quand même aussi s'intéresser à ce qui intéresse les gens. Et puis encore une fois, c'était la même moto. Donc à piloter, c'était top. Donc le Mans, le Bol. Mais là, comment les faire correctement? Parce que j'ai fait mes premières 24 heures du Mans en 91, mais 91, 92, 93, après 24 heures du Mans, 92, 93, 5 participations, 5 fois, 0. Rien, pas un résultat, 0. Donc là, je manque quand même cruellement d'un résultat. Et c'est là que Yannick, j'explique à Yannick, toujours au circuit Carole, je dis, moi mon problème c'est que là j'ai quand même pas de mécano, j'ai personne, je suis tout seul. Et en endurance c'est dur, parce que je pilote, je suis le manager, je suis le mécano, je faisais tout. Et il me dit, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un à Poitiers, j'ai un copain, c'est Michel Guerre, il faut que je te le présente. Ah oui, c'est vrai que double rencontre. Et donc, rencontre avec Michel Guerre fin 93. Et quand je rencontre Michel, là, c'est lui qui est venu à Paris. J'écoute Michel, j'ai pas un sou. Est-ce qu'on peut faire un truc ensemble comme ça jusqu'au mois d'avril, jusqu'aux 24 heures du Mans? Puis si ça marche, ça pourra continuer. On se débrouillera. Et vas-y, tape dans la main. Et pourtant, il avait un vrai projet, lui, où il pouvait gagner des sous. Là, il gagnait rien du tout. Donc, il pouvait aller en Australie, fabriquer des, je sais plus quoi, des bateaux, enfin, parce qu'il est dans le bateau. Enfin, de toute façon, il sait tout faire. Donc, le bâtiment, le bateau, etc. Mais il avait couru quelques années avant en moto. Il était passionné de moto, de voiture aussi. Et il a dit, Banco, je te suis jusqu'au Mans. Mon premier résultat aux 24 heures du Mans, là on arrive... Donc oui, les années 80... En 94. 94, Coupe FIM d'endurance, 6e aux 24 heures du Mans. C'était pour moi aussi fort que la victoire qu'on a eue après. C'est le courrier du député du Val-de-Marne, le maire d'Ivry, Motojournal, Motorevue, qui ont été super, qui ont mis en avant. Parce que c'était la première fois que je sortais de nulle part. En fait, c'est rare de voir une moto qu'on n'a jamais vue. On ne sait même pas qui c'est, parce que quand vous avez fait 5 fois 0, vous avez marqué un point au Mondial Superbike il y a 3 ans. Enfin, on n'a pas de nom, on n'a rien. 6e. Donc, en ayant été 3e dans la nuit, en fait, on a grillé l'embrayage parce qu'il était d'origine. Et donc, c'est Michel qui a tout fait de ses mains. Le carénage fabriqué de A à Z, le moule, le réservoir découpé, agrandi à 24 litres, les freins, les démontés, il y avait c'était pas un système radial à l'époque, mais donc les étriers se coupaient étaient accouplés en 2 parties avec des vis au milieu, donc il avait enlevé les vis, il avait fait des cales au milieu pour intégrer des paquets plus gros, il avait récupéré je sais pas où, qui recoupaient, donc on avait fait des gros freins, il a tout fait de ses mains. Et on n'avait qu'une moto. Parce que je lui avais dit, là, j'ai plus de sous. Enfin, j'avais rien. Donc, on n'a qu'une moto, pas de pièce de rechange. J'avais dit à mes coéquipiers, Pascal Guigou et Jean-François Damide, si on tombe une fois, on entre. Mais même en essai, on n'avait pas de pièce de secours. Ouais. Et faut imaginer que la RC45 venait d'arriver. Donc, on avait dû l'avoir en février. Le Mans, c'était en avril. Il n'y avait pas de sous. Il n'y avait pas de pièces, de toute façon, il n'y avait pas de quoi en acheter. Donc, on a fait la moto, mais... enfin, on n'a pas de pièces de kit. Donc Michel a tout fabriqué. Et il fait 6e, on fait 6e aux 24 heures du Mans, et après 5e au Bol d'Or. Ouais, 5e au Bol. Là, c'était un super moment.
Super moment. Là, on est rentré, parce que là, on devient l'une des meilleures équipes privées de l'endurance. Rapidement, la meilleure, ou la première plutôt. Manganaro vous fait voir en ce moment les images de la 94, la Honda RC45, première des privés. Celle de Damid, première Honda en tout cas. Et Guigou, première Honda. C'est intéressant de s'arrêter sur cette machine. Eric Courly dans le stand justement de la 94 pendant qu'on voit Morias toujours à la poussette avec Sakawa. Oui Dominique, les malheurs des usines font un peu le bonheur des privés puisque j'ai à côté de moi Guigou et Damid, les deux pilotes de la numéro 94, la RC45 qui est passé 4e et qui est en bagarre pour la place de premier privé avec les Anglais. Ça a été dur cette nuit? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Bon là, le vent a cessé. C'est beaucoup plus facile à conduire parce qu'on est déjà dans des très bons temps, presque aussi vite que les usines. C'est déjà une bonne chose. Puis toute l'équipe et voilà. Jean-François Damid, là on vient de voir une moto d'usine qui était devant vous abandonnée. Vous espérez encore peut-être profiter des casses pour gagner des places? Oui, enfin je le souhaite jamais à mes autres concurrents, mais bien entendu, comme Pascal, on rêve d'un podium. Et puis là, ça fait pas mal de quelques heures qu'on se bat entre les deux Suzuki officiels. Entre les ravitaillements, on intervertit nos places et on est juste entre les deux. Et on espère finir au moins premier privé, sinon au moins intercalé entre les usines. Voilà, sur le stand 94, je pense qu'on se retrouvera sur le numéro 35, parce que le championnat est en train de se jouer. Ok. Et donc c'est sûr qu'il est l'arrivée de Michel Guerre qui a déclenché le truc. Donc on arrive à 95. Bon, moi, il y a une image qui m'avait marqué, c'était la bagarre du Bolt 95. Mais déjà, bon, là on est en championnat du monde d'endurance, tu finis 4e à Spa. Et puis il y a cette bagarre pour le Bol d'Or. Qui a quand même fait beaucoup parler, et qui a tenu en haleine vraiment tout le monde. On passe à l'année 95 avec une seule Kawasaki officielle menée avec efficacité par le trio Battistini, Reimer, Dorgex. C'est l'ancien journaliste et pilote Christian Bourgeois qui manage l'équipe des Verts qui vont s'imposer. Il y aura une chaude bagarre pour la 3e place. Les organisateurs n'auraient pas pu rêver de meilleur scénario pour la course qui va aller jusqu'à son terme. La dernière heure, incroyable bagarre entre les hommes qui se battent pour le titre de meilleur privé entre la Kawasaki de Coutel et la Honda de Christophe Guyot. Ça se termine sur un rythme de Grand Prix. Les deux hommes qui se passent à plusieurs reprises, qui slaloment au milieu des attardés à ce petit jeu. C'est Stéphane Coutel qui va se montrer le plus habile et qui va devancer son rival de moins d'1 seconde sur la ligne d'arrivée. Un vrai final de Grand Prix. Guyot qui rêve à ce moment-là d'aller chercher un podium devra attendre encore quelques saisons. Et puis malgré son abandon, Mattioli va devenir, alors qu'il est premier pilote privé, il va être le premier pilote privé à décrocher le titre mondial d'endurance. Jean-Michel Mattioli, champion du monde. Il faisait équipe avec le Belge Siméon. Guyot le courait avec Luciana et Damid, et sur la Kawasaki 35 il y avait Pingenez, Christian Aquin et Stéphane Coutel. Des arrivées comme on en voit rarement, hein, que ce soit pour la victoire ou pour une place sur le podium, Hervé. Oui, tout à fait, avec un rythme, je me rappelle très bien, c'était mon dernier bol d'or et je me souviens très bien de cette bagarre intense jusqu'au dernier tour et c'était vraiment super. Mais je pense que c'était un petit peu les grands débuts de Christophe Guyot qui a un peu progressé ensuite et qui est maintenant l'un des teams majeurs de l'endurance moderne. Ouais, ça avait été déclaré dans Moto Revue, l'événement moto de l'année. Devant la 4e place de Olivier Jacques en Argentine, parce qu'en fait on avait terminé à 0 seconde 92 du podium après une bagarre tout au long de la course. Donc les motards qui ont suivi cette course s'en rappelleront. C'est aussi la première fois que le Bol d'Or atteint son terme, parce qu'il fallait absolument laisser le sport aller au bout. Et Francis Magnanou, qui était le speaker, que vous connaissez, parce qu'il est aussi speaker de plein de supercross, c'est l'un des meilleurs speakers en France, avait tout fait avec l'organisation de course également pour... il a beaucoup intervenu sur demande de la direction de course bien sûr pour retenir le public, pour que la course puisse aller à son terme. Donc ça a été un moment où c'était fort parce que c'était un podium à 4, donc il y a eu un podium. Et ce qui m'a beaucoup plu, pour moi, la raison pour laquelle
ça restera pour moi un grand moment, c'est que c'est comme pilote qu'on a pu se mettre en valeur, Stéphane Coutel et moi. Ouais, tu as fait le dernier relais aussi. Ouais. Et dans Moto Revue, c'était ces deux allumés, dans France Moto, journal de fédération, ces deux allumés de Coutel et Guyot qui enflamment le Ricard. Ce qui m'a plu, c'était que j'avais pu mettre en valeur comme pilote, parce que ça permettra d'expliquer la suite, mais j'avais comme cette frustration de ne pas réussir en championnat de France. J'y courais. J'ai pas lâché 94, 95 avec Michel, on faisait championnat de France, mais on n'était pas là. Donc je figurais vraiment, j'étais parmi les figurants, à la 10e place, à la 15e place, la 8e, il n'y a pas de podium, il n'y a rien. Et je souffrais de ça parce que je voulais mettre en valeur comme pilote, et en même temps, parce que c'était ça qui me plaisait, la vitesse, et en même temps, pour réunir tous les projets que j'avais à construire, c'était en endurance qu'on réussissait, qu'on faisait plaisir à beaucoup de monde, que beaucoup de monde nous suivait de plus en plus. Je ne pouvais pas les décevoir pour rien, parce que j'avais rien en contrepartie, on ne faisait rien en vitesse. Et ce Boulder 95, ça a permis de montrer que c'était une bagarre de pilote. On fait le record du tour en fin de course. Et c'est ce qui est filmé, c'est ce qui est mis en avant, c'est la vitesse. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Il était superbe. Je savais que Stéphane Coutel roule très vite. Bon, hélas, nous avons, mais bon, comme beaucoup d'autres écuries qui sont derrière, on a eu nos soucis, nos galères. Donc on en a eu une vraiment très gênante, puisqu'on a été obligé de ravitailler pour 2 tours. Donc on est obligé de rentrer pour ça, et donc notre avance fondait, et on savait qu'on serait ex aequo, quoi, en repartant. Et bon, de toute façon, je m'étais engagé auprès de beaucoup de monde. J'avais dit que j'étais sûr qu'on pouvait faire un podium avec une auto privée. Alors je crois que le dernier relais, j'avais décidé de mettre tout ce que j'avais dedans, tout ce que j'avais dans le bide, tout dans la moto, et on s'est raté, mais il faut reconnaître que Stéphane a été très fort. Il n'y a rien à dire, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. C'était un vrai baston, sans retenue, sans un truc d'homme, de pilote. C'est ça qui était beau. D'autres l'ont fait, mais ce qui était là où j'ai de la chance, c'est que M6 couvre l'événement, qu'au départ de la course, il y a des hasards. Au départ de la course, Gérard Depardieu était là, et il vient s'asseoir sur ma moto. Alors, elle était première privée au qualif. Mais il arrive là, donc la 6 arrive, avec c'était Dominique Chapat et Eric Courly. Et Eric Courly vient me voir, il me dit hey, premier privé, Gérard Depardieu, Christophe, est-ce que tu es d'accord pour qu'on mette un autocollant M6, on va suivre une moto toute la course. Ah oui. Voilà, c'était Noël, me voilà affublé de 2 autocollants M6 sur le carénage, mais comme ça, le hasard pur. Et pour eux, c'était jackpot. Parce que, en fait, ils ont eu cette moto à suivre 24 heures, et pendant 24 heures, on est à la lutte. Pendant 24 heures, on est à la lutte. Et donc, c'est reportage sur reportage, c'est une audience, c'est beaucoup de monde. Donc, tout ça, c'est pas moi. Parce que Eric Courly aurait pu tomber sur notre moto. Il y avait comme 50 et quelques au départ, hein, donc ça m'est tombé dessus. Et Gérard Depardieu, on est quand même un peu le déclencheur sans le savoir. Il s'est assis sur une moto, pof. C'était celle-là. C'est fou. Je ne connaissais pas. Donc, c'est marrant, j'en ai reparlé avec lui il n'y a pas longtemps, parce qu'il est très proche des 2 roues, hein, le concessionnaire Yamaha, qui est mon concessionnaire depuis mes débuts chez Yamaha. Et bon, je lui ai reparlé de ça, et tu sais que tu as une incidence assez incroyable, sans le savoir. Et il y a quand même une part de hasard. Hein. Donc ce Boulder 95, oui, il y a eu cette bagarre sportive, oui, c'était un super moment, mais en même temps, la chance que j'ai pu avoir, c'est d'avoir cette couverture. C'est vrai. Historique parce que l'intérêt est venu des pilotes privés. C'est une petite équipe qui a fait vibrer le public, celle du numéro 94, Christophe Guyot, qui rate la 3e place pour quelques secondes seulement. Belle récompense pour un team qui a tout investi dans le sport et qui s'occupe de l'insertion de jeunes en difficulté.
Nombre de jeunes en fait sont venus dans les stands au cœur de la course, donc par groupe de 3, grâce à une personne qui organisait le roulement. Bon, pour eux, ça représentait un rêve extraordinaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'au sein même de l'équipe, il y avait 2 jeunes qui étaient intégrés.